Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas comment vous sentez derrière votre écran, mais en tout cas moi, je vais très très bien. Et comme on est entre nous, je vais vous révéler un petit secret. Le lancement d'une nouvelle émission intitulée Entre nous. Alors entre nous, ce sera des rencontres exclusives, des interviews avec des personnalités du monde du showbiz, des stars du cinéma, du théâtre, du petit écran, des producteurs, des cinéastes, des écrivains, des personnages au destin atypique ou au parcours étonnant, hors du commun. En tout cas, on rencontrera des artistes français, anglais, américains, venant du monde entier, car on peut le dire, ils sont de plus en plus nombreux à venir ici se produire en Israël. Et on échangera avec elles sur leur actualité, sur leur parcours de vie, en toute intimité, entre nous. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir, car ça se passe tout de suite et maintenant. Suivez-moi. Entre nous. Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans notre nouveau programme Entre nous. Et comme vous pouvez le constater, pour démarrer cette nouvelle émission, j'ai énormément de chance car je suis très bien entourée. Je suis avec trois charmants et grands hommes. Donc quand je dis grand, je ne parle pas par la taille, bien que je suis toute petite à côté de vous, notamment vous deux. Mais je parle grand par leur action. Donc il s'agit de Benny Boré. Est-ce que Bernard serait petit? Je voudrais juste savoir ça. Est-ce que c'est ça les ce que grands vous et vouliez charmants. dire? Donc par élimination, les grands on sait. En tout cas, moi je parlais grand par leur action. Non, je voulais juste savoir, c'est important de le dire. Préciser. Voilà. Merci. D'ailleurs, je veux dire, merci c'est une bonne idée de mettre la mer là-bas aussi parce que... Il refait toutes les mauvaises plaisanteries que je fais d'habitude. Allez-y, on vous écoute. Oh, la mer, comme vous pouvez le constater, je pense que vous vous en doutez, elle est là bien sûr pour représenter la liberté retrouvée. On va expliquer pourquoi, on va expliquer cet espoir, le violon de l'espoir, on va tout expliquer. En tout cas, moi je précise, donc nous sommes en présence de Benny Boré, producteur et organisateur de concerts spectaculaires en Israël, notamment lors de cérémonies nationales. Nous sommes également en présence de Eli Chouraki, que tout le monde connaît, producteur également, réalisateur, cinéaste, metteur en scène et j'en passe. Et évidemment, Bernard Bitan est également producteur et comédien. Alors messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation déjà. On voulait bronzer, on est venu. Eh ben tu as bien ça. fait. La chaleur est là, la chaleur à la fois du soleil et la chaleur humaine, donc tu as bien fait de venir. En tout cas, Benny, nous sommes avec vous pour deux raisons. Tout d'abord parce que vous venez de sortir un livre qui s'intitule « Si tu es un homme »,
qui retrace la vie de Henri Boré, donc la vie de votre père, que nous allons présenter bien entendu. Et nous sommes également avec vous car vous nous préparez un petit bijou de spectacle qui s'intitule Le violon de mon père, avec le grand orchestre Camerata d'Israël, un des plus renommés et des plus grands d'Israël. Et donc ce spectacle aura lieu le 29 octobre au musée d'art de Tel Aviv et qui sera au profit des enfants défavorisés d'Israël. Élie et Bernard, vous allez nous expliquer votre rôle dans ce spectacle, auquel d'ailleurs participent également, on le précise, Gilbert Montagnier et Valérie Ebekessis, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui malheureusement avec nous, mais en tout cas qui nous ont préparé une petite surprise, on verra ça plus tard. Mais avant, pour l'heure, j'aimerais que Benny, vous nous expliquiez un petit peu de quoi il s'agit, ce spectacle. Alors ce spectacle, c'est effectivement l'histoire d'un violon rescapé de la Shoah, qui se confond un petit peu avec l'histoire de votre père, mais qui se confond également avec l'histoire du peuple juif. Racontez-nous l'incroyable épopée de ce violon qui, après 70 ans de silence, va se remettre à vibrer ce fameux 29 octobre. Alors, c'est justement l'histoire que Élie Chouraki va raconter le 29 octobre avec toute l'émotion qui est sienne et qui, je pense, sera authentique, puisque c'est un violon qui a été jeté d'un convoi. Le convoi a quitté le sud de la France. Des rafles avaient été faites par Vichy. Il n'y a pas un seul soldat allemand en zone libre et Vichy opère déjà des rafles. Le train tombe en panne. On est loin de la liberté de la mer et du rivage d'Eretz Israël. On est en pleine race campagne. Le convoi part vers le nord c'est-à-dire Drancy. Et le train tombe en panne. Des voix sont entendues, des déportés qui sont dans le train et qui implorent d'ouvrir les portes et de recevoir de l'eau. Les portes ne seront jamais ouvertes, elles ne seront jamais déverrouillées. Et durant le dépannage du train, un cheminot marche le long de la voie, toutes les voix l'interpellent, il finit par s'arrêter, il répond à apparemment la voix d'un jeune homme, et le jeune homme lui dit « Voilà, j'aimerais vous faire passer mon violon, là où je vais, je n'en ai plus besoin, promettez-moi de le garder. » Le cheminot promet, le violon est poussé par l'ouverture de la porte, il se brise sur les cailloux de la voie, le cheminot le ramasse, le déporté dit merci, et le cheminot repart. En l'an 2000, un vieux cheminot décède dans le sud de la France. Sa fille vend les meubles de la maison. Elle trouve sur une armoire un violon, un étui et un mot expliquant l'histoire que je suis en train de vous raconter. Et je vais m'arrêter là parce qu'une épopée incroyable, frustrante, va faire en sorte que le violon va rester silencieux pendant encore une quinzaine d'années. Il va passer de main en main, de village en village, de ville en ville, de personne en personne. Il va être caressé, choyé, voilà, chouchouté. Mais à un moment donné, on va retrouver ce violon. On va passer des moments très émouvants. Ce violon va nous être offert par un apprenti luthier de Marseille. Il va passer la mer, ce violon. Il va traverser la mer, il va revenir à Tel Aviv. Il va se retrouver sur l'établi en bois du fameux et légendaire maître luthier des violons de l'espoir, Amnon Weinstein, qui va le démonter, comme vous dites, et qui va le soigner, qui va lui parler, qui va le caresser, qui va le démonter en une centaine de morceaux inertes, des bouts de bois, qui magiquement, remis ensemble, se mettent à vibrer. On ne comprend pas pourquoi. Même moi, après tant d'années, je ne comprends pas comment et pourquoi. Et pendant des mois, ce luthier va m'appeler pour me dire « N'aie aucun espoir, ce violon est tellement détruit, il est tellement misérable, il est tellement incapable de jouer que je ne vais pas arriver à lui redonner vie. » Et pendant des mois, il m'appelle pour me dire « Aucune chance. » Je finis. Je reçois un appel de vite partir à Paris parce que mon père était dans une situation précaire, une situation de santé très mauvaise. Je pars. Malheureusement, il nous quitte quelques jours après. Le même jour où il nous quitte, je reçois le soir même un appel du luthier qui ne connaît pas la situation et qui me dit
plein de joie qui passe jusqu'à l'écouteur de téléphone, je t'appelle pour te dire que le violon vient de se remettre à jouer aujourd'hui même, le jour où mon père est parti. Mon père, l'enfant du livre. Et Aurélie. Aurélie. De son vrai prénom, Henri Bronstein. Aurélie. Et le luthier me répond, il me dit, regarde, étant donné que le violon devait arriver à Drancy et qu'il n'y est jamais arrivé, étant donné que ton père, gosse de 10 ans, de 11 ans, devait arriver à Drancy parce qu'il doit être arrêté durant la rafle du Veldiv, il arrive à s'enfuir au dernier moment et qu'il n'est pas arrivé, laisse-moi s'il te plaît la folie du destin de graver le nom de ton père dans le corps de l'instrument. Et ce jour-là, le violon est devenu le violon de mon père. C'est que des symboles. Magnifique. Élie et Bernard, donc ce fameux 29 octobre, les sons de cet instrument vont résonner avec les sons de vos voix, puisque vous allez lire certains passages du livre « Si tu es un homme ». J'ai envie de vous demander à tous les deux, pourquoi vous avez voulu participer à ce spectacle? Qu'est-ce qui vous a inspiré dans cette histoire? Bernard? D'abord, c'est un privilège de participer à ce concert. D'abord parce que c'est aussi un hommage à Henri Boré, le papa de Benny, que j'ai eu la chance de connaître il y a très longtemps. J'ai pu voir également son étoile qui tenait dans son portefeuille. Et c'est aussi, en tout cas au niveau personnel, ma façon de rendre hommage au fondateur du Keren Or, à ce sioniste inspiré, convaincu. Et donc voilà, c'est juste un privilège d'y participer. À moi, pareil, j'ai connu Henri Boré, je crois, il y a quelques décennies. C'était un homme que j'adorais, avec qui je m'entendais très bien. Je riais beaucoup avec lui, d'ailleurs. Et voilà, quand le spectacle est arrivé, les choses se sont faites naturellement et je suis très heureux de participer à ce moment. Alors il faut dire aussi quand même, on précise que tous les deux, l'histoire de la Shoah, l'histoire du peuple d'Israël, vous ont souvent inspiré, puisque vous avez vous-même produit un film qui s'appelle Ô Jérusalem. Vous avez produit la comédie musicale Le sel et le miel. C'est aussi un moyen pour vous de raccorder dans cette continuité-là? Écoutez, c'est très simple. C'est un spectacle qui est très bouleversant. On l'a fait à Paris déjà une fois et on a tous été très émus. C'est très émouvant d'avoir de jeunes violonistes qui jouent avec des violons qui n'ont pas joué depuis des décennies, des violons qui représentent un peu les âmes de ceux qui sont partis, qui ont disparu. Donc c'est vrai que c'est un moment de grande tendresse et de grande amitié. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Il ne faut pas le prendre comme un moment triste. C'est quelque chose qui est plein de richesse, d'espoir, pourquoi nous sommes près de la mer, de sourire. C'est vrai que bon, on sait ce qui s'est passé. On ne va pas refaire le récit de l'histoire. Ouais. Mais c'est vrai que ce moment-là est un moment où on honore un peu le passé, mais aussi on est tendu vers le futur. Et ces jeunes violonistes qui jouent de ces violons d'espoir sont notre futur et c'est eux qu'on accompagne. Élie, est-ce que vous avez pensé peut-être justement réaliser un film sur l'histoire de ce fameux violon? Non, peut-être un spectacle. Il y a en tout cas tous les ferments dans cette histoire pour réaliser un spectacle musical. Il y a la musique, il y a les histoires, il faut voir un peu... C'est vrai qu'il y a, vous savez, il y a, bien sûr, là, même dans ce livre, il y a 1000 histoires à raconter. Hein. Il y a toujours... dès qu'on touche à des périodes terribles de notre humanité, de l'humanité en général et de la nôtre en particulier, des histoires à raconter. Alors le soir du 29 octobre, vous aurez aussi à vos côtés Gilbert Montagnier, qui n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui avec nous, mais il a tenu à nous passer un petit message. Écoutez. Je suis tellement heureux de me retrouver à côté de mon ami Benny Boré et d'évoquer avec vous la belle mémoire de son papa. Et je suis sûr qu'il nous regardera d'en haut. Et nous, bien sûr, nous sommes en bas, mais tellement heureux d'y être, le 29 octobre. Enfin, pour la touche féminine et élégante de ce spectacle... Ah, parce que nous, on n'est pas élégants. Féminine, ça c'est sûr que non. Je parle de l'élégance féminine. Ah d'accord, j'ai eu peur. Nous aurons également, tout le monde la connaît, Valérie Abécassis,
très connue pour ses émissions culture sur la chaîne I24. Et elle aussi, elle a tenu à nous passer un petit message. Écoutons ce qu'elle a à nous dire. Alors on se retrouve le 29 octobre. Je vous raconterai une histoire personnelle, intime, qui est en fait une histoire universelle et qui nous concerne tous. Rendez-vous donc dans ce magnifique musée d'art moderne de Tel Aviv le 29 octobre. Alors Benny, parlons à présent de votre papa. Donc votre père, Henri Bronstein, devenu Henri Boré et que l'on surnommait Aurélé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui était votre père? Mon père était à cette époque un enfant révolté, un enfant voyou, un enfant qui ruait dans les brancards, qui compensait son manque de savoir par la débrouillardise. Celui-là passe vraiment sur ta tête. Pratiquement, il est... Oh, c'est à chaque fois que c'est Benny Boré, il y a l'avion qui passe. allez, vas-y. Alors, c'est le moment de dire, avec cet avion qui n'arrête pas de passer exprès au-dessus de nous, que la mémoire, chez nous, c'est comme l'air sur lequel les ailes de notre peuple se reposent pour voler encore plus loin. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et pour en revenir à mon père, c'est donc cet enfant qui nous prend par le Pletzel, par le marais des années 30, des années 40, par la fuite impossible, comme l'étaient toutes les fuites de tout le monde, par la ligne de démarcation, par le passeur qui disparaît, par une frontière pratiquement infranchissable, car entre la France et la Suisse, c'est une des frontières les plus gardées à l'époque, par une descente aux enfers, par une descente dans un espèce de puits sombre jusqu'à cette soirée où il va être adopté par une famille suisse extraordinaire, c'est ce qu'il me disait, le docteur Ayman, qui avait été l'ami de Theodor Herzl, qui avait participé au premier congrès sioniste de 1898 à Basel, et chez qui il va tout apprendre. Parce que je dis ça avec le sourire, si le docteur Ayman n'avait pas été là, pas sûr que j'aurais été devant vous maintenant ici à cette table sur les rivages d'Israël. Et ce garçon a grandi, à ses mots, il fait partie de cette génération unique, cette génération de l'impossible qui va voir ce que des centaines de générations ne verront pas. Après avoir prié l'an prochain à Jérusalem pendant des centaines d'années, quitte à savoir que ça va se passer, mais ne pas savoir comment, il est là. Voilà qu'une génération va voir le pire. Une partie de cette génération, trop peu nombreux, vont voir le meilleur, c'est-à-dire un peuple qui se lève de ses cendres, qui se met debout, qui va réaviver sa langue, enfermée, endormie dans des livres millénaires, qui se met en marche, qui traverse la mer, qui plante une fleur dans un désert. Et mon père, jusqu'au dernier de ses jours, ne va pas s'habituer à ce que ses yeux ont vu. Chaque matin à son réveil, ce sera un nouveau miracle, comme si tout recommençait à zéro. Et c'est vrai que l'histoire de notre peuple ne cesse de recommencer. Et c'est le message qu'il ne cessait de nous donner durant toute notre vie. Mon père m'a toujours dit, fais très attention, après tout ce qu'on a passé, chaque famille juive, qu'elle vienne d'Algérie, qu'elle vienne du Maroc, qu'elle vienne du Yémen, d'Irak, d'Europe de l'Est, chaque famille juive peut écrire un livre. Donc, il n'y a rien de spécial. Mais, il y a une espèce de... Rien de spécial, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je vais vous dire un truc. C'est peut-être pas bon pour ma réputation de journaliste, mais je ne suis pas une grande lectrice. Mais je peux vous dire que ce livre, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré en quelques jours parce que je le trouve merveilleusement bien écrit déjà. Il mêle à la fois l'émotion, il mêle à la fois l'histoire, il mêle à la fois la poésie, tout ça sur un ton lyrique, un peu d'humour également et surtout beaucoup d'espoir et de positivité. En tout cas, c'est ce que moi j'en retiens. Vous, Bernard, qui êtes un passionné de littérature, qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre? Ce que j'en pense, et je le dis sans flagornerie pour Benny, c'est d'abord, ça se lit comme un roman, ce qui est déjà super agréable,
avec énormément je trouve très poétique ce livre, hein, avec beaucoup d'images, et donc il se lit effectivement de métaphores, d'images. Il se lit vraiment comme un roman et on rentre dedans, on n'arrive pas à en sortir. Donc forcément, oui, je l'ai aimé, mais... Il y a du suspense aussi, on est pris par l'histoire au début. C'est ça, on va se dire... Oui. On connaît la fin, puisque le petit Aurélie va survivre à tout ça, mais effectivement, il y a quelque chose, il se lit comme un roman. Donc oui, forcément, j'ai aimé. Et j'aime la prose aussi. Élie, si vous deviez définir ce livre et Henri Boré en un mot. La joie de vivre. Voilà. Henri, c'était la joie de vivre, c'était une énergie positive, quelque chose qui m'a toujours séduit. Encore une fois, à chaque fois que je l'ai rencontré, il n'y avait aucun attendrissement sur soi-même. C'était vraiment quelque chose de très positif, même si il croisait des moments difficiles, il y avait cet esprit de lutte et de combat. Et je trouve que ça sort très très bien dans le livre. Et c'est pour ça qu'il est agréable à lire. Je crois que vous vous êtes rencontrés, si je ne me trompe pas, que vous vous êtes rencontrés la première fois dans un avion. Alors l'histoire était... Tu veux que je raconte l'histoire? Vas-y. Alors l'histoire est extraordinaire, c'était pendant à l'époque dont le mur de Berlin venait de tomber. Il y avait beaucoup de juifs du RSS qui voulaient venir en Israël. Et j'ai reçu un appel d'Henri qui me dit, écoute, il faut que tu viennes. On était beaucoup, hein. Il y avait Guitlich, Lelouch, il y avait mon ami Enrico Macias, il y avait beaucoup de gens qui étaient là, des artistes, des personnalités. On affrète un avion, on va sur un aéroport en Roumanie, je crois. Je me souviens plus très bien. Je crois. En Hongrie, ouais. À la frontière, j'ai vu que le tarmac. On prend des juifs du RSS et on les amène en Israël. Et j'étais avec mon frère, et évidemment j'ai dit oui, donc on a pris cet avion c'était très curieux d'abord d'avoir cette espèce d'immense avion qui était vide quand on a décollé de Paris. On est arrivé sur le tarmac en Hongrie et là personne, le silence, vraiment, vous savez, comme dans un film d'espionnage sur la guerre froide. Un avion posé au milieu de nulle part. Un énorme avion posé au milieu de nulle part. On attend. Et soudain, après 1 heure ou 2 d'attente, on voit arriver un convoi d'autobus, d'autocars, avec des bagages partout sur le toit. Et on voit arriver ce convoi qui s'arrête au pied de la passerelle de l'avion. Et là, Ivry il se met à jouer du violon. Et on se dit, c'est formidable, on va accueillir ces gens qui arrivent de tous les coins du RSS et on va pouvoir parler avec eux. Et tous ces gens se sont précipités pour monter dans l'avion, pour être certains de pouvoir partir. Et donc très très vite, Ivry, Guitlich, tous ces gens n'avaient rien à foutre. Ils voulaient monter, ils sont assis dans les fauteuils, ils ont attaché leur ceinture, ils ne voulaient plus bouger. Et donc l'avion est parti, on a décollé. Et au moment du décollage, je me souviens très bien, j'étais assis à côté d'un homme assez âgé qui avait plein de décorations sur lui. C'est vrai. Et au moment où l'avion a décollé, il s'est mis à pleurer. C'était un moment extrêmement bouleversant. Le voyage s'est bien déroulé, on a parlé avec eux, ils parlaient russe, hein, on essayait de communiquer avec eux. Ivry a à nouveau joué du violon, il y a eu un moment qui était agréable. Et puis on est arrivé au-dessus de Tel Aviv, le commandant de bord a annoncé qu'on arrivait au-dessus de Tel Aviv, au-dessus de Ben Gurion, et l'avion a atterri dans le silence le plus total. Et tout à coup, on a entendu des jeunes gens chanter. Des centaines de voix très jeunes qui chantaient. On a regardé par les hublots, il y avait plein de gosses israéliens qui venaient accueillir ces émigrés, donc ceux qui fuyaient l'URSS pour venir en Israël. Les portes se sont ouvertes et là, on s'est retrouvé au milieu d'un bain de jeunes gens qui étaient avec leur bob, j'en suis en short, et qui accueillaient tous ces Russes qui étaient totalement perdus. Et c'est un moment qui m'a marqué parce que c'était vraiment un moment extrêmement émouvant, et tout ça avec Henri qui allait de l'un à l'autre, qui poussait les uns, qui retenait les autres, qui faisait rire, qui séchait les larmes, et voilà. Est-ce que vous avez eu des proches ou de la famille qui ont vécu la Shoah et qui vous ont raconté? Non. J'ai eu
j'ai échappé à cette... enfin, je sais qu'il s'est passé, il y a eu des choses dans ma famille, il y a eu des drames qui ont eu lieu en France, puisque ma famille était en France. Donc il y a eu des morts, des gens qui ont fui, il y a eu des arrestations, mais il n'y a pas eu cette tragédie qui accompagne certaines familles. Et j'ai jamais été, comment dire, élevé dans cette mémoire-là. Donc voilà, j'ai pas été élevé là-dedans, j'ai été élevé évidemment dans cette mémoire aussi, hein, mais pas lié directement à ma famille. Bernard? Non, pas touché directement, mais très concerné par le sujet, j'ai envie de dire bizarrement. Le déclencheur a été cette chanson d'Herbert Pagani, L'Étoile d'Or, et ce plaidoyer pour ma terre, et ensuite le C'est le miel qui a fait que j'ai pu rencontrer spectacle écrit à partir de témoignages de rescapés de la Shoah. Donc oui, j'ai été ensuite baigné dedans par, je sais pas, c'est un Gilgoul, vous allez savoir pourquoi, mais si, voilà, je suis... En parlant d'étoiles, votre papa gardait toujours dans sa poche, on le lit à travers tout le livre, hein, cette fameuse étoile jaune. Pendant toute son épopée, toutes ses épreuves, il a toujours gardé cette étoile dans sa poche. Est-ce que vous avez gardé cette étoile, Benny? Oui, je l'ai gardée. Elle était à un moment donné dans la poche d'un de mes fils quand il était en uniforme de l'armée à Tsahal pendant ses entraînements. J'ai mes deux fils, comme tout le monde, hein, qui viennent de finir leur service militaire en Israël. Malheureusement, mon père n'a pas eu l'opportunité et le temps de les connaître en uniforme. Mais cette étoile, qui effectivement a été dans sa poche une grande partie de sa vie, et comme Bernard disait dans son portefeuille, s'est retrouvée à un moment donné chez mes enfants à l'armée. Je voudrais vous dire que quand j'ai entendu pour la première fois Élie raconter à Paris l'histoire de ses violons, et quand je suis arrivé chez Bernard à la maison il y a quelques jours, et Bernard m'a ouvert le livre et chaque 3 pages était coloré avec un marqueur en jaune, vraiment j'ai eu l'impression que j'ai tout à apprendre. Et quand je parle avec Élie et Bernard, je ne cesse de recommencer à tout apprendre. Voilà, c'est l'occasion de leur dire merci d'être ensemble. Parce que comme mon père disait, quand on est seul, on ne vaut pas grand-chose. Quand on est ensemble, on peut tout faire. Tout à merci. Fait. L'unité. À vous deux. Et l'unicité. Merci Benny. Benny, à partir de quoi vous avez pu justement retranscrire l'histoire de votre père? Il y a eu des enregistrements, j'imagine, des souvenirs, des... Alors, tout d'abord, mon père faisait partie, tout le monde n'agissait pas de telle sorte, mais mon père faisait partie de ceux qui parlaient. Et dès notre naissance, il nous a souvent raconté tout ce qui est dans le livre. On a grandi avec ça. Mais comme Élie le dit, pas pour raconter comme c'était dur. Et tout le temps, il nous disait, si au moment où je passais la frontière entre Annemasse et la Suisse, au moment où ma mère s'est pris ses vêtements dans les barbelés et qu'elle est tombée sur les fils barbelés, qu'elle s'est blessée et qu'elle ne pouvait plus avancer, et que le prêtre qui nous aidait à passer la frontière n'arrivait pas à la convaincre d'avancer, si à ce moment-là, en pleine nuit, quelqu'un était venu me dire qu'un jour, j'aurai des petits-enfants qui vont naître en Eretz Israël, j'aurais sûrement pensé que cette personne n'est pas toute sa tête. Alors, on a grandi avec ça. À l'âge de 15 ans, j'ai eu la chance qu'il m'emmène en voyage en Suisse et me présente le docteur Ayman. J'avais 15 ans, je m'en rappelle. Le docteur Ayman avait 90 et quelques années. Et j'ai personnellement eu l'occasion de voir la vieille demeure, le piano, la verrière, la collection de papillons que j'ai vus de mes propres yeux sur le mur. Et comme vous le dites, on a aussi enregistré Henri. On a des enregistrements
que je n'ai jamais voulu réécouter. Alors voilà, il ne me restait plus qu'à mettre les mots en ordre. Benny, parlez-nous un petit peu de vous à présent. Vous êtes installé en Israël depuis 40 ans. Vous avez initié, organisé et produit de magnifiques événements, notamment une gigantesque prestation à Masada. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire un petit peu votre parcours vite fait? Alors encore une fois, seul, on ne vaut pas grand-chose. À Masada, on était des centaines de personnes. On s'est retrouvés dans l'équipe. On s'est retrouvés... Donc c'était pour les 40 ans... Pour les 40 ans de l'État d'Israël, au pied de la montagne de Masada, avec 5000 personnes. L'orchestre philharmonique, Zubin Mehta, Yves Montand comme maître des cérémonies, Grégory Peck comme maître des cérémonies. Beaucoup d'émotions, beaucoup de musique, beaucoup de lumière, beaucoup de moments inoubliables. On s'est retrouvés devant les murailles de Jérusalem pour la finale des 3000 ans de Jérusalem. L'Orchestre symphonique de Jérusalem, Pinchas Zuckerman, Isaac Stern, Teddy Kollek, Charles Aznavour, invité d'honneur, qui est monté sur scène. Les violons de l'espoir pour les 60 ans de l'État d'Israël, qui était donc le premier concert où les fameux violons retrouvés se sont remis à jouer pour la première fois, tous ensemble, au pied des murailles de Jérusalem. Et puis le dernier concert il y a 2 mois, qui se nomme lui aussi Annie Kinor, en l'honneur des 50 ans de Jérusalem, donné au pied des murailles et au pied du mont du Temple. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, depuis 10 ans, vous soutenez le travail du maître luthier, Amnon Weinstein. Ah, j'ai eu la chance de le connaître, d'apprendre, de lui proposer pour la première fois d'organiser un et des concerts avec les violons dont le but ultime est de revenir à la vie. Le but de ces violons, ce n'est pas qu'ils soient dans des coffres-forts, mais c'est de les entendre jouer sur scène, comme ça va être le cas le 29 octobre, avec le violon de Drancy, qui va se remettre à jouer pour la première fois en Israël. Et oui, j'ai eu cette chance de travailler avec lui sur la production de concerts. Au départ, quand je l'ai connu, il avait 4 instruments. Aujourd'hui, il en a pratiquement 70 et on arrive aux 70 ans de l'État d'Israël. Quel est le plus bel héritage que votre père vous a laissé, Benny? C'est peut-être la phrase qui résume cet héritage et qui a donné lieu au titre du livre. Quand de temps en temps, certaines personnes venaient dire à mon père en yiddish qu'il est dur d'être juif. Henri, c'est tellement dur. Mon père leur répétait la phrase qu'il a apprise chez le docteur Ayman. Il leur répondait non, ça n'est pas dur d'être juif. C'est dur d'être un homme, d'être un mensch. Mais si tu es un homme, alors c'est un bonheur d'être un juif. D'où le titre, Si tu es un homme. Si tu es un homme. Voilà. Élie, Oui. je ne sais pas quel est votre passage préféré dans le livre, mais en tout cas, si vous le voulez bien, j'ai sélectionné un passage qui vous correspond parfaitement Absolument, je vais le lire. et qui représente justement cette génération qui a vu le pire, mais aussi qui a vu le meilleur. Je lis. S'il vous plaît. Alors, après des millénaires de persécution, une nation renaît d'un amas de cendres. Des communautés entières reviennent des 4 coins du monde vers une terre qui n'existait plus que dans les livres. Et c'est dans ces mêmes livres qu'une langue endormie depuis 2000 ans va revivre, fait unique dans l'histoire de l'humanité, alors que des dizaines de langues, et peut-être plus, disparaissent chaque année. Le tanneur de Fès, le bijoutier du Yémen, le comptable de Bagdad, le commerçant de Boukhara, le prisonnier du Goulag, le berger d'Éthiopie, le docteur de Berlin, le croyant, l'athée, l'occidental et l'oriental, tous sont désormais voisins de palier. Ils devront réinventer les repères perdus, servir dans les mêmes unités, affronter 8 guerres et des milliers d'attentats. Entourés par un océan de fanatisme, ils feront reverdir le désert, exhumeront leur antique cité, bâtiront des villes sur le sable et créeront l'unique démocratie de la région.
probablement la seule, où le nombre de parties est si élevé que les électeurs même en perdent leur hébreu. Voilà, ça résume bien. Magnifique. Ça résume absolument. J'ai envie de vous poser la question à tous les trois autour de cette table. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la situation actuelle qui se passe dans le monde, les attentats terroristes, etc., est-ce que vous croyez encore à la paix? En tout cas, Aurélie, Henri Bornstein en parle dans ce livre. Je peux même dire à la page 200. Il en parle. Il ne parle pas de la paix, la manière dont on en parle aujourd'hui. Est-ce que vous voulez lire ce passage, Benny, ou est-ce que... Non, moi je pense qu'il y a quelques mots dans le livre qui peuvent tout résumer. Un jour, on avait un Premier ministre du nom de Golda Meir qui disait dans ce pays, celui qui ne croit pas au miracle n'est pas réaliste. Alors je pense que, et c'est vrai, je pense qu'on peut croire que la paix arrivera. La paix est une obsession malgré tout ce qu'on pourrait croire chez le peuple juif, depuis nos prophètes, dont les prophéties sont gravées sur la façade du bâtiment des Nations Unies à New York. Ils ne cessaient d'inventer et de réinventer le mot paix. On rêve à ce mot paix. Je pense qu'il faut croire au miracle. Élie, Benny et Bernard. Il n'y a pas de guerres qui n'ont cessé. Les guerres sont toujours arrêtées, la paix est toujours revenue. Vous savez, on vit, curieusement, paradoxalement, on vit une des périodes les plus calmes de l'histoire de l'humanité. Prenez le XXe siècle dont on sort, 14-18, 39-40, la Shoah, les Khmers rouges, le Rwanda. On est allé d'un génocide à l'autre, on est allé d'un flot de sang à l'autre. Et en fait, curieusement, avec tout ce qui se passe, on se rend compte que, évidemment, il y a les attentats, évidemment, on vit dans un état d'urgence constamment, mais en même temps, voilà, on continue à la fois sur notre lancée du XXe siècle, avec ce qui se passe en Syrie, 450 000 morts, peut-être 500 000 morts, des chiffres ahurissants, et en même temps, il y a des coins du monde qui continuent à lutter pour se maintenir en paix, et Israël en est l'exemple. On a le sentiment ici de vivre en paix. On ne peut pas dire ici, alors c'est vrai que les gosses, nos enfants sont sur les frontières, que l'armée est présente, que le renseignement et le gouvernement font en sorte qu'il y ait le minimum, sinon pas d'attentats en Israël. Mais c'est vrai que le sentiment qu'on a quand on est ici est quand même un sentiment de paix. On est là, on est sur une plage, on discute. On ne peut pas dire qu'on est en état de guerre, on n'est pas en état d'angoisse de la guerre. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que peut-être dans les programmes scolaires aujourd'hui, ça serait intéressant, pour apaiser aussi un peu les esprits, d'insister aussi peut-être, de mettre en avant quelque part, si j'ose dire, les côtés positifs après la guerre. Je crois qu'on le fait. C'est-à-dire la naissance d'un État fort. Mais je crois qu'on le fait. Je crois que dans les programmes, aussi bien en France qu'en Israël, je crois que les choses sont faites. Je crois que l'éducation des enfants, bon, est toujours à parfaire, hein, mais il y a ce sentiment qu'on peut vivre ensemble dans une même nation et qu'on peut avoir des frontières qui nous séparent, mais qui sont des frontières qui n'obligent pas un État à se battre contre un autre. Je crois qu'il y a tout ça dans ce qu'on dit constamment. En tout cas, pour en revenir au concert, donc le violon de mon père, qui je le rappelle aura lieu le 29 octobre au musée d'art de Tel Aviv. Il est important, Benny, de préciser que les bénéfices de ce spectacle iront au profit du Jaffa Institute pour les enfants défavorisés d'Israël. Patronage au concert. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Est-ce qu'il y a un projet en particulier? Le Jaffa Institute est représenté par le lieutenant-colonel Yaakov Perez, qui œuvre pour 1400 enfants répartis dans des foyers, des enfants en difficulté, de toutes origines, de toutes religions, du nord au sud d'Israël. Et c'était important pour nous que tous les sujets qu'on a évoqués maintenant et qu'en partie on va retrouver avec beaucoup d'émotion entre les notes de musique finissent et se concrétisent par les enfants, parce que les enfants, c'est la réponse à toutes les questions que vous avez posées ici. C'est le début et la finalité de chaque chose.
que dirait votre père si aujourd'hui il était assis parmi nous aujourd'hui? Il n'arrêtait pas de me dire « Attention, si c'est pour écrire dans ce livre ce que j'ai fait, ce n'est même pas la peine que tu commences. Chaque jeune ici en Israël qui donne des années de sa vie au pays fait en 1 minute plus que moi toute ma vie. Mes actions ne peuvent se faire qu'au modeste. Si c'est pour raconter ce que mes yeux ils ont vu, accroche-toi, ça ne va pas être facile. » C'est ce qu'il aurait dit. Et encore une fois, ce qu'on a dit tout à l'heure, rappelle-toi que chacun peut écrire un livre. Donc, l'histoire d'un enfant, c'est une histoire parmi des milliers, parmi des millions. Notre histoire à nous, avec un grand H, n'est faite que d'une multitude de petites histoires humaines. Une grande montagne n'est faite que de petites pierres. Et chaque petite histoire, comme celle qu'il y a dans le livre, est une grande histoire, puisque c'est notre seule ressource, c'est notre seule richesse. On n'a aucune richesse sur cette terre, sinon nos histoires. Les histoires de nos familles et de nos parents et de nous tous qu'on va continuer à raconter à nos enfants. L'histoire d'Aurélie, l'histoire d'une chenille qui se transforme en chrysalide, puis en papillon, et qui prend son envol, et qui obtient sa liberté. Oui, c'est vrai, quand il était gosse, un soir avant, il était encore arrêté par des policiers de Vichy sur le quai d'une gare, juste avant le passage fou de la frontière. Quelques soirs après, il se retrouve dans la demeure du docteur Weizmann, adopté par cette famille. Et en arrivant, il s'arrête devant un mur rempli où est accrochée une collection de papillons, la passion du docteur Ayman. Et il regarde ces papillons après cette descente aux enfers qui a duré 1 an et demi. Il se retrouve devant ces papillons accrochés sur le mur. Et il y a effectivement ce passage dans le livre que vous citez. Et c'est vrai qu'en tant qu'enfant un petit peu hyperactif, mais à l'époque on ne disait pas ça, et voyou, il était admiratif de ces papillons. Et c'est vrai qu'il va prendre ses ailes et s'envoler. Tout va basculer dans sa vie en l'espace d'1, 2, 3 soirées grâce au docteur Ayman. Voilà, notre programme Entre nous se termine sur ces belles paroles. Nous avons passé un très bon moment en tout cas, chers invités et chers téléspectateurs, nous avons passé un très bon moment entre nous. Moi en tout cas, je vous invite grandement à aller ce spectacle qui aura lieu au Musée d'Art de Tel Aviv, donc le 29 octobre à 21 h. D'ailleurs, dépêchez-vous de réserver vos places parce que je crois que c'est presque complet. Voilà, et c'est évidemment chez Isra Stage. Voilà, il vous suffit de rendre sur le site internet www.israstage.com ou de téléphoner au numéro qui apparaît en bas de votre écran. Et vous pouvez aussi, bien entendu, envoyer directement vos dons au Jaffa Institute en faveur des enfants défavorisés d'Israël. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne prochainement rendez-vous pour la suite de notre émission Entre nous. Entre nous. Pour moi, c'est un grand honneur de jouer sur un violon qui vient de Yad Vashem, un violon d'espoir, qui a un passé. La première fois que j'avais touché les cordes du violon, j'avais senti comme si on avait une chimie ensemble avec le violon. Comme si je sentais l'enfant qui avait joué sur ce violon, il était dans son violon. J'avais vraiment senti. C'est pour ça que je disais que c'était émouvant d'avoir touché ce violon pour la première fois. Parce que encore une fois, c'est un violon avec un passé, un vrai passé dans la Shoah.